Union sociale libérale, c'est le nom du parti politique de l'homme d'affaires béninois Sébastien Adjavon, créé ce week-end à Cotonou. C'était lors d'un congrès constitutif qui a mobilisé environ 20 000 personnes à Djefa. En RDC, la crise humanitaire s'aggrave et atteint des niveaux catastrophiques dans certaines parties du pays avec des millions de personnes affamées, une mise en garde formulée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis la Banque mondiale va octroyer $1 milliard de financement à la Côte d'Ivoire pour son développement, un montant qui doit servir notamment pour la transformation de produits agricoles. La mobilisation était au rendez-vous ce samedi au centre CIFAS de Djefa. Annoncé pour se tenir précédemment au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, ce congrès de Djefa, dans la commune de Sebekpodji, n'aura rien enlevé au caractère rassembleur de la vague bleue. Cette nouvelle formation politique, Union sociale libérale, vise un Bénin prospère, toute chose qui appelle à l'unité, le social et surtout la liberté. Vous représentez une part importante des forces vives de ce pays qui a renoué avec la démocratie depuis 1990. Nous vous inscrivons dans la ligne de ces valeureux citoyens qui ont su trouver la force d'âme nécessaire pour restaurer l'honneur de notre patrie. Le parti Union sociale libérale, implanté sur toute l'étendue du territoire national, a des embranchements dans le monde entier. La diaspora que je représente est prête, je vous dis, à investir au Bénin, créer des entreprises, faire venir des experts, recruter des experts compétents béninois. Merci à monsieur Sébastien Adjavon, le président, que vous avez inspiré, qui aujourd'hui nous donne cette occasion de vous le faire savoir. Et pour y parvenir, la lutte contre les inégalités sociales, les brimades de tout genre et le respect de la personne humaine sont les leviers essentiels. Nous avons entamé une descente vertigineuse vers la centralisation du pouvoir, alors que notre Constitution consacre des institutions équilibrées et la décentralisation du pouvoir comme principe de base de notre développement. La récurrence des emprunts obligataires traduit une gouvernance à la petite semaine. On ne gouverne pas un État comme une épicerie, un commerce de quartier, comme on gère une cabine téléphonique, mesdames et messieurs. Au demeurant, il n'est plus un secret pour personne que de graves signes d'essoufflement de notre démocratie chèrement acquise sont perceptibles et exigent de la part des démocrates, des forces progressistes, un sursaut national, une contre-offensive de taille. Le parti s'inscrit donc dans la dynamique de la rénovation. Les élections à venir constituent un test grandeur nature pour son enracinement dans ce paysage politique béninois déjà saturé. La situation actuelle est trop grave pour penser à soi, à son seul petit confort. Aussi, c'est avec humilité que j'ai accepté d'assumer la présidence d'honneur de notre parti, l'Union sociale libérale. Mon ambition est grande, unir toutes les bonnes volontés autour d'un projet de développement économique qui réunissent tous les enfants de notre beau pays. Les personnalités politiques, les amis, les militants et autres curieux ont effectué le déplacement du CIFAS pour assister à cet événement inédit qui marque officiellement l'entrée sur scène de Sébastien Adjavon après les présidentielles de 2016. Le principe du dédoublement des partis est simple. Il s'agit de créer un parti d'opposition bis avec le même nom lorsqu'il y a un différend, ce qui aboutit à un affaiblissement de l'opposition et à la confusion pour les électeurs.
La nécessité d'y mettre fin figurait déjà dans les recommandations de l'accord politique signé le 31 décembre 2016. Dans ce contexte, le pouvoir et l'opposition avaient décidé que les formations politiques qui s'étaient dédoublées devraient être rétablies dans leur situation d'origine. Mais plus d'un an après, cette recommandation, comme beaucoup d'autres, est restée lettre morte. De nouveaux dédoublements de formations politiques ont même eu lieu. L'opposition accuse le pouvoir de financer ces dédoublements pour l'affaiblir. Exemple avec le premier parti d'opposition, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Depuis le décès de son fondateur, Étienne Tshisekedi, 3 personnes réclament le leadership de ce parti historique et sont même allées devant les tribunaux. Une situation qui frôle l'ubuesque, mais qui pose surtout problème à l'approche des élections. Lequel de ces partis pourra revendiquer l'appellation UDPS? Le Comité national de suivi de l'accord a promis de trancher cette question d'ici la fin de la semaine. Une recommandation que le ministère de l'Intérieur devra ensuite valider ou non. Et l'enjeu est crucial car le 26 mars, le ministère de l'Intérieur doit déposer la liste des partis agréés qui pourront participer aux élections. Les Nations Unies ont placé la crise humanitaire en République démocratique du Congo en catégorie 3, le niveau le plus élevé. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies font part de leur grande inquiétude à propos de la détérioration de la situation humanitaire qui a atteint des niveaux catastrophiques dans certaines parties du pays. À travers un communiqué unanime, cet organe onusien qui s'était réuni lundi pour évoquer le sujet a averti qu'au moins 13,1 millions de Congolais ont besoin d'aide humanitaire, dont 7,7 millions de personnes en situation de grave insécurité alimentaire. Le nombre de Congolais ayant fui des violences a plus que doublé l'année dernière, ce qui porte le nombre de déplacés à près de quelques 4,4 millions au total. Le Conseil de sécurité de l'ONU souligne le besoin de remédier à la présence des groupes armés dans le pays et réitère son appel pour des élections transparentes, crédibles et ouvertes. Des élections doivent se tenir au mois de décembre dans le pays. L'opposition demande au président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé en décembre 2016, de déclarer qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle, mais sa position à ce sujet reste floue. J'ai appris avec douleur ces rapts d'enfants suivis de meurtres. J'ai déjà donné des instructions les plus fermes aux forces de sécurité pour traquer ces malfaiteurs, les traduire devant la justice. C'est ignoble, c'est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela. Ainsi s'exprimait sur la radio privée RFM le président sénégalais Macky Sall après une série d'enlèvements et meurtres d'enfants ayant créé une psychose au Sénégal. Selon le président, le Sénégal se mobilisera plus que par le passé pour mettre un terme définitif à ces actes regrettables. Ce mardi, la police a fait état de 2 meurtres d'enfants et de 5 tentatives d'enlèvement dans le pays ces derniers jours. Plusieurs autres cas non confirmés par les autorités ont été rapportés par la presse locale, mais personne n'a encore été arrêté selon la police. Le dernier meurtre signalé a eu lieu à Rufisque, près de Dakar, où un enfant de 2 ans et demi a été retrouvé mort ce lundi, et ce, après plusieurs jours de disparition. Et pour faire face à ces enlèvements et meurtres, la police a été renforcée en moyens matériels et humains. Par ailleurs, une marche est prévue ce samedi à Dakar à l'initiative du collectif Silence on tue nos enfants, une association de la société civile. $1 milliard, c'est le montant du financement que la Banque mondiale va octroyer à la Côte d'Ivoire pour son développement, notamment pour l'agriculture. Selon Mactar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique qui a fait l'annonce, l'institution de Bretton Woods va notamment consacrer $300 millions pour appuyer des projets de transformation du cacao et $200 millions pour la transformation de l'anacarde, 2 produits dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. La Côte d'Ivoire exporte la majeure partie de ses productions brutes. L'objectif est d'en accroître la valeur ajoutée en les transformant avant exportation.
Au sortir d'un entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique a précisé que les financements seront alloués au premier semestre 2018. Il s'agit techniquement de prêts, mais à des conditions, selon lui, très avantageuses. Mactar Diop, qui salue la forte croissance économique retrouvée de la Côte d'Ivoire et les progrès accomplis depuis la fin de la longue crise politico-militaire entre 2002 et 2011, a cependant souligné que les autorités devraient faire plus d'efforts pour l'emploi des jeunes et pour une meilleure répartition des revenus, de la croissance. Mactar Diop a également appelé les autorités ivoiriennes à poursuivre leurs efforts pour réduire la bureaucratie et la corruption. La Tunisie est aux prises avec une inflation croissante, un déficit commercial et des dettes publiques écrasantes, en dépit d'un retour de la croissance à quasi 2%. Dans un discours au Parlement ce vendredi, le Premier ministre tunisien a appelé à poursuivre les réformes dans le pays, soulignant qu'il était prêt à en payer le prix politique. En effet, Youssef Chaïd est actuellement sous pression. Plusieurs voix s'étant élevées pour réclamer un remaniement en arguant des difficultés économiques de la Tunisie. Aujourd'hui, si nous ne trouvons pas de solution au problème des finances publiques, les craintes sur l'économie tunisienne seront toujours là. Il y a une seule et unique solution, c'est la réforme structurelle et majeure de plusieurs secteurs et surtout concernant les caisses sociales et de compensation et les entreprises publiques. Le problème des finances publiques est qu'il y a un déficit par rapport aux ressources de l'État. Cela signifie que l'État dépense plus que ce qu'il gagne. Il faut que l'on sache aussi que l'endettement des caisses sociales a atteint les 600 millions de dinars, à peu près 200 millions, et cela ne peut plus continuer. C'est la raison pour laquelle les réformes doivent intégrer les entreprises publiques. Il faut que tout le monde sache que le déficit des entreprises publiques a atteint en 2016 6,5 milliards de dinars, à peu près 2,1 milliards d'euros. La situation des finances publiques ne peut plus continuer comme cela, car l'argent qui est dépensé dans ces entreprises serait mieux dépensé dans le budget de développement, dans la construction de logements sociaux, dans la santé, l'éducation, la formation professionnelle pour les régions intérieures. 9e chef de gouvernement depuis la révolution de 2011, Youssef Chaïd a souligné que la situation sécuritaire s'améliore depuis un moment, faisant valoir que le budget a prévu 5 milliards de dinars, soit 1,7 milliard d'euros, pour les forces de sécurité et militaires. Nous avons la sécurité seulement depuis l'arrivée de Sisi. Avant, nous n'avions aucune espèce de sécurité. Les femmes ne pouvaient même pas sortir pour aller chez le docteur. Maintenant, c'est sûr, personne n'en est capable, sauf Sisi. Surtout quand vous voyez l'effondrement des pays autour de nous. Je me demande s'il peut rendre les prix plus abordables. La viande est chère, les pesticides et le sel sont très chers, et les travailleurs n'ont pas assez pour vivre. Nous ne connaissons pas Mostafa Moussa, l'autre candidat. Et puis lui-même, il a dit qu'il voterait pour Sisi.